Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour, les agitateurs du Hainaut sont depuis toujours l'auberge du Bon Fermier ici à Valenciennes qui nous écoute, qui nous accueille en tout cas. Nous avons les agitateurs du Hainaut. Bon, vous êtes que deux aujourd'hui. Firdaus Matter nous a délaissés pour une petite semaine, mais c'est toujours un plaisir de vous retrouver, Enza Liberty. Moi aussi, c'est un plaisir. Bonjour à tous. Bonjour Serge Kérigui également. Oui, bonjour. Ravi de vous retrouver. Nous allons parler de plein de sujets ensemble. Évidemment, on va évoquer là tout d'abord le salon Made in Hainaut. Nous avons une grande partie du staff de l'agglomération de la Porte du Hainaut qui est avec nous. Nous avons le plaisir d'avoir le président de l'agglomération, monsieur Aymeric Robin. Bonjour, et c'est un plaisir partagé d'être avec vous aujourd'hui, ce matin. Merci beaucoup, et vous êtes bien accompagné puisque vous avez pris avec vous. Donc, on va commencer par vous, Karine Le Carpentier. Vous êtes chargé de mission au sein de l'agglomération. Oui, bonjour, ravi d'être avec vous. Merci. Et puis, nous avons également avec nous, je recherche le nom, Yves Delplanque. Voilà, c'est de ma faute. C'est pas grave. Yves Delplanque, donc directeur du développement économique à la Porte du Hainaut. Merci de venir sur ce plateau. Et directeur de l'agence de développement aussi, Porte du Hainaut Développement. On va évoquer ensemble une structure qui s'appelle le Studio Flamboyance, qui crée des podcasts, qui est situé à Anzin. Ils seront avec nous en deuxième partie de cette émission. Et puis on terminera avec une partie musicale, comme on en a l'habitude. Le groupe Gédon sera également à nos côtés pour cette émission des agitateurs du Hainaut. Vous le savez, vous nous recevez sur la radio numérique, en DAB+, sur votre autoradio, que ce soit dans la Sambre-Avesnois, dans le Valenciennois, bientôt dans le Cambrésis. CNO, la radio du Hainaut. Nous sommes ensemble en vidéo sur Facebook Live et sur YouTube. Et on démarre tout de suite cette émission. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Les agitateurs du Hainaut, toujours depuis l'auberge du Bon Fermier. Enza Liberty, je vous laisse la parole pour évoquer ce sujet de... on connaît bien ce salon Made in Hainaut qui revient à nouveau sur le territoire le week-end prochain. Voilà, donc c'est avec plaisir qu'on accueille toute l'équipe. Moi, je voudrais savoir, le salon Made in Hainaut, il a débuté quand? La première fois? En quelle année? Il y a déjà longtemps. Il y a quelques années maintenant, ça va faire presque 10 ans, puisque c'est en 2013 qu'il y a eu la première édition de ce salon multisectoriel des Hauts-de-France. Et il a évolué depuis? Il a profondément évolué, rapidement en quelques chiffres. Sur ces 10 dernières années, nous sommes passés de 100 exposants, une centaine d'exposants, à plus de 300 pour l'édition qui arrive, qui à la fois exprime un certain engouement et puis une volonté de pouvoir se retrouver après la période que nous avons traversée. Et il témoigne aussi de l'éclairage qu'il suscite de tous ces savoir-faire sur le territoire et qui donne envie de s'y représenter. Et le salon Made in Hainaut n'accueille pas que les professionnels du territoire, il accueille également des professionnels de toute la France, également de la Belgique, je crois. Non, on élargit un petit peu, oui. Effectivement avec le transfrontalier, mais c'est essentiellement les savoir-faire du Grand Hainaut. Donc pas que de la Porte du Hainaut, Oui. Vous savez, la Porte du Hainaut, c'est une porte qui s'ouvre. Donc on accueille au-delà, à l'échelle de ce grand territoire qui est le Grand Hainaut, pour montrer... Et je sais qu'il est connu en dehors du territoire aussi, ce salon-là. C'est pour ça que je parle d'une reconnaissance nationale, en Vous fait. avez raison, il est connu et envié. Et il aura lieu quand, ce salon? Il a lieu les 19 et 20 mai. C'est-à-dire la semaine prochaine. Et c'est la semaine prochaine, dans quelques jours. Et où alors? Sur le site minier de Waller-Sarambert, qui est un totem pour notre territoire, puisqu'il nous permet d'allier ce passé qui nous rend fiers, qui a été classé récemment, depuis 10 ans aussi, à l'UNESCO, et en même temps qui montre que on peut se projeter vers l'avenir en accueillant tous ces savoir-faire pour innover, inventer, se réinventer et montrer les capacités de ce territoire. Alors, quel type d'entreprise on va pouvoir trouver donc, dans ce salon? Toutes les entreprises qui ont une activité industrielle ou de service et qui font la renommée de notre grand Hainaut. Donc on est sur l'industrie chaudronnière, on est sur le ferroviaire, on est sur l'automobile, voilà, tout ce qui peut exister. Et c'est surtout un salon qui veut se faire rencontrer, du B2B comme on aime à le dire dans le milieu éclairé, qui consiste à faire en sorte que voilà, on a tous un petit quelque chose à apporter à l'autre, et le temps de 2 jours d'exposition, ça suscite des rencontres et ça fédère et ça permet de collaborer, de coopérer ensuite avec tous ces savoir-faire que j'évoquais entre donneurs d'ordre, sous-traitants et compétences qui peuvent venir se rattacher à tout cela. Ça peut aller de la très très grande entreprise à la toute petite entreprise, les plus petites entreprises, puisque vous parlez de ferronnerie, je suppose qu'à Ferronnier, c'est pas
c'est pas beaucoup d'employés, Oui, mais c'est ça, ferronnier, chaudronnier, c'est les petites oui, unités, c'est- TPE, PME, comme on aime à le dire. Et puis les grosses structures, voilà, on va avoir LME, qui est une grande entreprise du territoire, Stellantis sur l'automobile, qui sont des gros donneurs d'ordre avec une vraie puissance industrielle, avec de nombreux salariés, et puis ces petites chevilles ouvrières qui viennent apporter leur savoir-faire et leurs compétences auprès de ces grands groupes qui viendront aussi exposer. Et est-ce qu'il y aura la possibilité aussi de venir et puis d'essayer d'arriver avec un CV pour le présenter à ces gens-là, ou est-ce que ce sera simplement, on se contentera du côté industriel? Non, il y a aussi cette vocation à être dans les problématiques contemporaines. Vous avez parlé de l'emploi, c'est une vraie préoccupation. L'emploi, pas d'aujourd'hui, mais qui nécessite là aussi qu'on apporte des réponses. Et ce salon permettra d'avoir un temps avec un mur des compétences, pour pouvoir apporter son CV et ensuite peut-être bénéficier d'une opportunité, puisqu'on est sur des secteurs qui recrutent, on cherche de la main-d'œuvre. Il y a sur certains secteurs des pénuries de main-d'œuvre. Et je vous disais aussi la connotation de cette année, puisqu'on est sur les défis contemporains, c'est les questions énergétiques, environnementales, de transition. Et on veut avoir quelques temps forts de débat, de discussion sur ces enjeux de mobilité, d'économie d'énergie, de préservation des ressources dans le process industriel. Qui sont des sujets d'actualité. Sont L'environnement, c'est complètement d'actualité. Complètement. On parlait des grandes entreprises, mais ça permet aussi du coup aux petites entreprises de se faire connaître et de collaborer avec des grandes entreprises. Oui, c'est ça, c'est le sens du B2B, c'est d'être vraiment en contact avec ce qui fait la richesse du tissu économique et industriel du territoire. Parfois, je vais vous prendre un exemple très concret, on va chercher en dehors du territoire une compétence alors qu'elle est juste à côté. J'ai presque envie de dire, pour prendre une expression un peu familière, sur le trottoir d'en face. Oui, mais on n'a pas entendu ça aussi pendant la pandémie, qu'on avait beaucoup de choses qui étaient parties, qui arrivaient de Chine ou des trucs comme ça. Ouais. Donc il y a une opportunité aussi encore à saisir de ce côté-là. Ça réinterroge. Oui, bien Pourquoi sûr. aller chercher à l'extérieur et chercher à réindustrialiser quand alors il faut réindustrialiser nationalement, mais on a aussi des compétences sur le territoire. Et parfois, on passe va à pas côté. voir. C'est comme vous et moi, parfois on va pas voir ce qui se passe à côté, chez notre voisin, alors que notre voisin, il a un savoir-faire, il a une compétence, il peut m'apporter une plus-value dans mon quotidien, et là, pour le coup, économique. Bien, ce salon donne cette possibilité, cette opportunité de se rencontrer les uns les autres et de se dire, ah ben, toi, tu sais faire ça, mais tu es à quelques pas de chez moi. Bah, on va pouvoir peut-être faire affaire ensemble, plutôt que j'aille chercher du côté de Marseille, Strasbourg ou Nantes cette même compétence. Et j'ai rien contre les Nantais, ni les Strasbourgeois, ni les Marseillais. Heureusement. Je suis pas noté. Et combien y a-t-il de personnes qui travaillent sur ce salon? Alors là, J'imagine que ça doit être une grande préparation. l'équipe technique, parce que tout le mérite leur en revient, ils sont dessus depuis plusieurs semaines. Oui, alors c'est un grand nombre d'intervenants. Karine Le Carpentier, qui est chargée de mission du salon. Oui, merci. Du coup, effectivement, on doit coordonner beaucoup de corps de métier parce qu'on fait quand même monter un chapiteau qui fait 6600 mètres carrés, donc c'est pas rien. Rien que sur ce chantier-là, il y a près d'une dizaine de personnes qui travaillent. Après, on a tout ce qui est les électriciens, les monteurs de stands, etc. Donc au total, effectivement, ça fait beaucoup de monde. Je pense qu'au plus fort du chantier, il doit y avoir quelque chose comme 75 personnes à peu près. Au niveau de l'équipe interne, on est quand même une petite structure, mais ça permet aussi de travailler en transversalité et du coup d'associer différents services, porte du Hainaut Développement, mais aussi de la communauté d'agglo, avec les équipes d'Arambert Creative Mine aussi, puisque c'est là où se situe le salon sur le site minier de Wallers-Arambert. Ces jours-là, il ne faut pas vous appeler, quoi, c'est ça? Alors, je pense que vous allez être... Très occupés. le téléphone sonne beaucoup, effectivement. Alors, il y en a qui vont me dire, j'arrive pas à vous joindre, effectivement, c'est vrai, mais il y a des jours où, en fait, je décroche, je raccroche, je décroche, je raccroche à longueur de journée. Donc, mais bon, on est là pour répondre aux questions des exposants, des visiteurs, et c'est aussi une marque d'intérêt, ça suscite l'intérêt, voilà. Mais vous êtes rodé quand même, puisque bon, il y a eu cette pandémie qui a fait qu'il n'y a pas eu le salon pendant 2 ans, mais auparavant, il y avait déjà eu ce genre de salon. Oui. Donc maintenant, vous avez un savoir-faire aussi. Oui, et ça nous permet aussi, c'est pour ça qu'on a pu grossir, c'est aussi l'expérience qui fait qu'on essaye de s'améliorer à chaque fois et d'optimiser, d'apporter de nouvelles choses aux exposants, aux visiteurs.
Et oui, l'expérience paye. J'espère, en tout cas, on verra ça dans quelques jours. Et on va aussi donner la parole à Yves Delplanque, qui est directeur du développement économique et de Porte du Hainaut Développement. Quel est votre rôle au niveau du salon Made in Hainaut ? Alors, question un peu compliquée. Mon rôle est un peu de coordonner et aussi d'assister en interface avec l'équipe opérationnelle, en particulier Karine, qui elle coordonne l'ensemble des corps de métier qui interviennent, elle l'a précisé. Et puis voilà, et puis quelquefois, voire même très souvent, il y a des interactions à avoir aussi. Et avec le président et avec les élus et avec voilà, donc du coup mon rôle est je vais pas dire de superviser parce que l'équipe est parfaitement opérationnelle, mais voilà. Oui, de coordonner, voilà. D'accord, merci. Monsieur Delplanque, peut-être savez-vous, depuis ces 5 éditions, combien vous avez, ou quelqu'un d'autre, vous avez quantifié le nombre de relations que vous avez pu mettre entre les entreprises ? C'est des données qui sont extrêmement compliquées à obtenir, parce que... Vous avez des retours, en tout cas, des entreprises. Oui, globalement, il y a des questionnaires de satisfaction qui sont faits chaque année. Karine, tu peux peut-être préciser, mais on est à 80% de satisfaction, en fait. Plus de 80%, oui, de satisfaction. Et aussi en B2B, c'est-à-dire en relation croisée des entreprises entre elles. Et puis le taux de fidélisation aussi est aussi un bon indicateur. On est 90% c'est ça, On est sur un taux de renouvellement, enfin de reconduction de participation d'à peu près 75%, qui est près de 15 points au-dessus des salons habituels en fait. Donc les entreprises du territoire sont très attachées à ce salon et elles sont aussi de vrais moteurs parce qu'on travaille avec un groupe de concertation entreprise. Donc c'est une dizaine de chefs d'entreprise qui se mobilisent une fois par mois et on construit avec eux en fait tout ce qui est là. Sur cette édition c'était l'animation, mais sur les premières éditions ils nous ont aidés dans la commercialisation. Ils se sont portés garants quelque part aussi du salon et ils ont mis à notre service, je dirais, leur réseau. Et l'idée, c'est aussi de leur rendre ce qu'ils nous ont apporté. Et au niveau du taux de contact pris, c'est effectivement difficile de quantifier parce qu'on fait un bilan donc, à l'issue du salon. Mais bien généralement, les contacts se font et se concrétisent entre 3 et 6 mois après le salon. Donc c'est quelque chose sur lequel on réfléchit aussi, de faire un bilan de satisfaction juste après le salon, mais après, comme toujours, c'est toujours beau, merveilleux, tout va bien. Et du coup, après, de le faire peut-être un petit peu plus tard, à 3 mois, à 6 mois, pour voir quels contacts sont concrétisés. Et il n'y a pas que des exposants, il y a aussi des conférences, des démonstrations, des ateliers. Vous pouvez nous en parler ? Alors, au niveau du programme d'animation, on a 3 tables rondes et table ronde atelier le jeudi après-midi sur le thème, comme le disait Émeric Robin, sur la maîtrise de l'énergie, l'accès à l'énergie. L'idée, c'est aussi d'apporter aux entreprises des vraies réponses à leurs problématiques et de leur apporter des solutions ou au moins de susciter leur intérêt à mettre en place des solutions dans leurs entreprises. Ce seront des solutions concrètes, ce ne seront pas des solutions fictives. Non. L'objectif, nous, c'est quand même des choses pratico-pratiques que les entreprises peuvent appliquer ou au moins essayer d'appliquer au niveau de leur fonctionnement. Le particulier peut venir à ce salon quand même ? Alors, on ne refuse personne, bien sûr. Oui, mais il ne trouvera pas son intérêt. Non, parce que en fait, si vous cherchez, des choses à manger... Un fournisseur d'électricité, vous pouvez. Mais un savoir-faire plus spécifique, plus artisanal, non. On est vraiment sur de la cible professionnelle. Après, c'est pas une foire. Ouais, voilà. Voilà. Le différencie quand même d'une foire. C'est pas la foire de Paris, quoi. C'est voilà. pas la foire de Paris, c'est pas la foire de Gaillan Expo. Vous avez pas manger ma cheminée, voilà. je vais aller voir. Je vais passer au poêle à peler, je vais aller voir ce qui peut être proposé sur le territoire. Non, là, on s'adresse vraiment à un public extrêmement averti, d'entreprises implantées et qui ont une activité entre professionnels pour l'essentiel. Et c'est pourquoi c'est difficile d'avoir un feedback sur le taux de contractualisation derrière. C'est pas non plus un salon de business. C'est vraiment un salon qui montre avoir les compétences sur ce territoire et de faire en sorte que
les uns travaillent avec les autres, qu'on soit sur de l'économie circulaire et fonctionnelle finalement. Mais vous attendez combien de personnes en tout pendant ces 2 jours? Là, on est à près de 6000 visiteurs les dernières éditions sur les 2 jours. 6000 visiteurs. Est-ce que c'est intéressant pour un créateur d'entreprise de venir au salon Made in Hainaut? Alors c'est intéressant, c'est pas un salon spécialisé dans la création d'entreprise. Cependant, les acteurs, les accompagnants de la création d'entreprise, le conseil régional, les différents réseaux d'initiatives seront présents, et du coup c'est toujours intéressant de éventuellement recueillir de l'information, connaître les cadres d'intervention des différents dispositifs. La Porte du Hainaut, par exemple, son dispositif d'aide, d'accompagnement à la création d'entreprises, notamment pour les très petites entreprises, seront présents et pourront renseigner du coup les porteurs de projets. Monsieur le Président, j'aime bien dire Monsieur le Président, je trouve que ça fait bien quand même. Oui. Surtout que vous avez utilisé une réplique de notre président tout à l'heure. Oui. Je pense que Serge ne l'a pas vu passer. Merci quand même. J'en aurai d'autres si vous voulez. Je voudrais revenir à ce c'est quoi la CAPH? Puisqu'en fin de compte, il y a peut-être des auditeurs qui ne savent pas ce que c'est et ce que ça représente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que veut dire déjà CAPH et ce que représente exactement la CAPH? Vous avez raison, il faut revenir parfois sur des fondamentaux parce qu'on n'a pas toujours l'idée de ce que cela représente. J'aime à dire, moi, que pour certains, c'est un machin, la CAPH. La CAPH, c'est la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. Elle a 20 ans d'existence, elle est née avec les lois de décentralisation renforcées sur des coopérations intercommunales, donc des communes qui se sont regroupées autour d'un certain nombre de compétences. Et pour ce qui nous occupe là ce matin, c'est le développement économique, par exemple. Ça fait partie du cœur de métier d'une communauté d'agglomération. Ça regroupe 47 communes, c'est 160 000 habitants, voilà, et qui se gère et s'administre comme une ville, avec un conseil qui s'appelle le conseil communautaire, des vice-présidents autour de moi, qui pourraient être l'équivalent des adjoints au maire dans les communes, et un président élu par ses pairs, donc élu par les membres du conseil communautaire, qui est chargé d'être le chef d'orchestre de cette belle maison qui est la Porte du Hainaut. Voilà, donc avec des compétences économiques, environnementales. Il y a un site internet qui est très explicite justement sur la Porte du Hainaut. Vous êtes situé où exactement? Alors on est situé entre Paris et Bruxelles. C'est une bonne réponse, merci. Bon, je reviendrai en deuxième semaine. Plus proche de nous et plus sérieusement, nous sommes la deuxième agglomération qui découpe l'arrondissement de Valenciennes. Voilà. Et nous sommes situés entre Valenciennes et la frontière belge, puisque nous sommes une agglomération transfrontalière. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le territoire, disons que nous allons de Hordain et Merchicourt, qui est à la limite du Douaisis, et quand on remonte vers la Belgique jusqu'à Flins-les-Mortagnes, qui doit être la dernière ville qui borde la communauté transfrontalière. Exactement, ouais. Exactement. Les bureaux? Vous avez des bureaux? On a des bureaux. C'est vrai. On a des bureaux. Formidable. On a des bureaux qui se situent à 2 endroits. Le site minier de Wallers-Saint-Rambert, comme on l'évoquait, qu'on va considérer un peu comme le siège politique. C'est là où se font les réunions. C'est là où le siège de l'agglomération est basé. Et puis d'autres bureaux sur Rem, dans la zone industrielle du Plouy. Vous voyez tout le symbole de cette agglomération qui a voulu vraiment mettre le développement économique au cœur de son métier. Donc au sein de cette zone d'activité économique, on a un certain nombre de services présents à cet endroit. Et donc le salon Made in Hainaut est l'une des armes de la compétence économique de l'agglomération. Oui, c'est un showroom, c'est un faire-valoir en fait. C'est de montrer que sur ce territoire, on accompagne le développement économique et qu'on arrive à faire travailler les gens ensemble et à se faire connaître ensemble. Donc c'est une expression de ce que peut être le rôle d'une agglomération dans son activité de développeur économique, en mettant les gens en relation et en montrant surtout qu'on est en capacité d'accompagner des projets et de les faire mûrir et s'émanciper. Et quels sont les autres outils, Monsieur Delplanque, vous qui travaillez à l'année justement sur le développement économique de l'agglomération? Alors, les autres outils pour accompagner les entreprises à se développer en dehors des aides financières qui pourraient être apportées sur les développements, les investissements, les différents investissements autour d'un projet d'entreprise. Le développement économique passe par le foncier aussi, la disponibilité foncière pour que les entreprises puissent venir
s'y implanter, que ce soit des développements économiques endogènes ou exogènes. Il faut penser au développement des entreprises qui recrutent, qui se développent, qui ont besoin de foncier supplémentaire pour se développer. D'ailleurs, peut-être une parenthèse sur le salon Made in Hainaut pour y revenir, mais il y aura aussi ce qu'on appelle le mur des opportunités, avec un affichage des entreprises qui recrutent. Où ce soir-là, ce matin, il y avait 70 entreprises, 70 offres d'emploi des entreprises qui exposent au salon et qui ont besoin de ressources humaines. C'est important parce que ce sont des entreprises qui sont en développement et qui ont besoin de ressources humaines. Voilà, donc on accompagne aussi au recrutement. On a une personne qui s'occupe de mettre en relation l'offre et la demande. Quand ces entreprises s'implantent, qu'elles se développent, elles ont besoin de ressources humaines. On fait l'intermédiaire avec les différentes structures du service public de l'emploi au sens large. Donc j'ai parlé du foncier, j'ai parlé d'immobilier aussi. On a des bâtiments communautaires qu'on met à la location en tant que bailleur à des entreprises sur des baux, que ce soit des baux commerciaux ou des baux précaires, pour être le plus souple possible pour accompagner le développement de l'entreprise. Et puis une équipe de chargés d'affaires qui sont aussi les médiateurs, les intermédiaires entre les différents outils. On parlait de la région qui dispose d'outils financiers dans le cadre de son schéma régional de développement économique. Donc on sert aussi d'intermédiaire avec ces structures qui sont parfois un peu obscures pour les entreprises. Et donc on sert à faciliter le développement des entreprises. Pour revenir au salon Made in Hainaut, cette année, il y a un nouveau concept, le salon digital et l'espace de coworking. Alors oui, c'est quelque chose qu'on a mis en place, alors qu'il y a plus pour objectif de faire le lien en fait entre les deux éditions du salon, puisque le salon a lieu tous les 2 ans. Et on essaye de trouver des moyens pour garder le lien justement avec nos entreprises et pour qu'elles continuent à rester en relation. Donc cette plateforme a pour objectif, à l'issue du salon, de pouvoir prendre rendez-vous, de garder contact quand un entrepreneur est à la recherche d'un besoin spécifique ou d'un fournisseur spécifique, de pouvoir entrer en contact avec les entreprises présentes sur cet espace. Donc il sera amené à évoluer et il sera plus développé à l'issue de cette édition. Enza a donné un mot là, que j'ai pas tout à fait compris. Coworking. Oui, c'est ça. Mais Alors, en français, ça fait quoi, coworking? C'est travailler ensemble, travailler sur des bureaux ouverts. Ensemble. Oui, alors là, c'est pas sur un concept de bureau puisqu'on est dans le digital, mais voilà, on est toujours sur la mise en relation en fait entre les entreprises et de garder ce lien justement sur les 2 années à venir. Et si une entreprise veut exposer au salon Made in Hainaut, comment fait-elle ? Eh ben, elle attend l'année prochaine, enfin dans 2 ans. Oui, là, je pense que... Parce que pour le moment, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, tout est complet. L'année prochaine, vous agrandirez peut-être. Voilà. Tous les 2 ans. Ouais, tous les 2 ans. Non, mais bien sûr, il y a un contrat en fait qui est envoyé régulièrement à tous nos exposants. Il suffit de le compléter et de nous le retourner. Et après, ils sont là. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux, le salon Made in Hainaut. Oui, on est sur LinkedIn, Facebook et Instagram. On peut peut-être montrer le petit flyer du salon Made in Hainaut. Que l'on peut se procurer où, si d'ailleurs des personnes le cherchent, ce flyer, ils peuvent le trouver à quel endroit au sein de l'agglomération? Vous avez des lieux où vous le distribuez? Vas-y. Oui, le plus facile, il y en a effectivement un petit peu partout dans les villes alentours. Et surtout, le plus simple, c'est aussi d'aller sur le site internet, donc salon-madeinhainaut.com, et vous pouvez vous inscrire en ligne. Et bien sûr, après, on peut s'inscrire également le jour du salon. Mais on recommande de s'inscrire en ligne parce que ça fait perdre moins de temps en fait, à l'entrée. Au moins, vous êtes scanné, vous rentrez. Voilà. Merci en tout cas, tous trois, d'être venus évoquer ce salon Made in Hainaut, qui est un salon important du territoire, que l'on retrouve la semaine prochaine, vous l'avez dit, et ne pas hésiter à se préinscrire pour ceux qui souhaitent s'y rendre, que ce soit les entreprises, sinon effectivement c'est dans 2 ans. Donc vaut mieux saisir le coche et venir ces 2 dates qui sont les 19 et 20 mai, si je ne me trompe pas, parce que le flyer est parti un peu loin du coup. On continue, merci en tout cas Monsieur Robin d'être venu, ça a été un grand plaisir de vous accueillir.
Monsieur Delplanque, Madame Le Carpentier, d'être venus pour évoquer ce salon. On aura le plaisir de vous recevoir pour d'autres sujets ou de se retrouver, en tout cas sur l'antenne de CNO qui vous est ouverte. Merci. Nous continuons cette émission des agitateurs du Hainaut. Évidemment, vous nous suivez, j'ai le plaisir à vous le dire, depuis cette auberge du Bon Fermier à Valenciennes. On se retrouve pour évoquer le studio Flamboyance dans quelques instants, des créateurs de podcasts. Et puis on aura une dernière partie musicale de cette émission avec Gédon. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Et c'est la suite des agitateurs du Hainaut, toujours depuis l'auberge du Bon Fermier, où l'on a plaisir de retrouver deux agitateurs cette semaine. Firdaous Matter est absente, mais nous avons Enza Liberty qui est avec nous. Bonjour à tous. Rebonjour Enza, en tout cas. Bonjour. Si vous venez de nous rejoindre, toutes et tous qui nous écoutez. Bonjour Serge Kerigui. Rebonjour. Rebonjour à vous également. Et nous avons deux invités. On en a parlé là tout à l'heure pour évoquer le studio Flamboyance qui crée des podcasts. Nous avons avec nous Louis Duruflé, qui est le directeur créatif et technique. Et puis nous avons Michel Rommel, qui est le directeur créatif et communication de ce studio Flamboyance. On va tout savoir dans quelques instants tout de suite. Je laisse la parole à Serge Kerigui qui a initié ce beau sujet. J'ai toujours de très bonnes idées, je sais. Alors, un podcast. Qu'est-ce que c'est exactement un podcast ? Oui, pardon. Un podcast, qu'est-ce que c'est exactement ? Concrètement, c'est un contenu qui est 100% audio, un peu comme on peut retrouver avec de la radio, mais qui s'écoute exclusivement sur Internet. Donc qui est libéré des contraintes qui peuvent être celles de grille de programmation, etc. Et donc les formats sont complètement libres, on peut être sur des formats très courts, très longs, etc. Et la spécificité, c'est vraiment qu'on retrouve ça sur Internet, et donc ordinateur et téléphone portable. Alors, ça sert à quoi dans la vie de tous les jours? Ça sert à quoi un podcast? Ça sert à se divertir, ça sert aussi à apprendre des choses, ça sert à partir vers d'autres univers.
Ça sert à, je sais pas à quoi ça peut servir d'autre. Ça peut servir à se détendre, à apprendre des choses sur soi-même. En fait, il y a des podcasts sur un peu tout et n'importe quoi, même des sujets très précis. Et c'est un format qui s'est vraiment développé pendant la pandémie, parce que les gens étaient coincés chez eux. Et donc, ils cherchaient un contenu facile à trouver et à consommer. Et c'est pour ça que le podcast a vraiment eu cette explosion. Vos podcasts sont assez décalés. Des fois, on peut entendre des podcasts, des informations sérieuses. Ou les vôtres sont plutôt décalés. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ça fait partie de l'identité de Studio Flamboyance. On dit qu'on crée des podcasts originaux, décalés et savants. Et le côté savant, c'est que même si on aime s'amuser dans nos podcasts, on aime bien donner des petits topos savants. On partage des faits importants. Par exemple, dans notre podcast sur les sujets de société, qui s'appelle Popcorn et Gredou, on parle de sujets de société dans les films. On aime toujours faire une petite présentation sur le sujet. Par exemple, on a sorti un épisode sur la foule. Donc on fait un petit topo de 5 minutes où on parle de philosophie, de société par rapport à la foule. Et après, on se détend plus, où on parle à ce moment-là, on échange entre nous sur des films, des bandes dessinées, des romans, etc., qui nous évoquent la foule. En fin de compte, c'est de la radio, mais enregistrée, quoi. Exactement. Voilà. Donc, ça qui peut repasser sur un site internet. Tout à fait. On la trouve sur un site internet ou sur des applications, par exemple, ou dédiées aux podcasts spécifiquement, ou aux applications de musique aussi. Parce qu'on trouve ça, je vois ça, c'est à la télévision, sur notre box, il y en a. C'est pour ça que je mets ça un petit peu dans cette zone. Mais quelle est la différence entre le podcast d'une radio et le vôtre ? Il n'y a pas de différence fondamentale en soi, si ce n'est que généralement les podcasts de radio n'ont pas été conçus ça a été conçu à la base pour les programmes de radio qui rentrent donc dans une grille de programmation avec des thématiques qu'on retrouve régulièrement, etc. Là, le concept est différent en fait. Ouais. Là, c'est simplement, on est libéré de ces contraintes-là et donc on peut faire un documentaire en 4 épisodes et après en faire un deuxième en 2 épisodes d'1 heure et puis imaginer après une émission régulière qui se retrouve toutes les semaines. On est complètement libre des formats et des durées. Mais alors, quand c'est filmé, ça s'appelle comment ? Du podcast filmé, comme la radio filmée par exemple, tout simplement. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous décryptez les images en fait au niveau des séries et vous faites aussi des ateliers. Vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. En fait, on essaye, nous, d'avoir l'idée à l'origine de la création de ce projet, c'était de porter des projets créatifs qui nous intéressaient. Donc on est parti vraiment à la base sur ça. On s'est vite aperçu quand même qu'on ne pourrait pas vivre simplement de porter juste des projets, nos projets qui nous plaisent à nous, et qu'à un moment donné, il fallait rentrer dans une économie un peu plus importante. Et donc comme ça, on a un ensemble de podcasts autour de sujets qui nous intéressent. Donc on a parlé de Popcorn et Gredou sur les sujets de société, mais également un podcast sur la santé mentale qui est animé par Michel, qui s'appelle Se Ressourcer. Un podcast qui s'appelle Profession Podcasteur, où on explique, nous, notre expérience de podcasteur, et où on décrypte comme ça des petits conseils et astuces qu'on peut donner, notamment avec des retours de nos expériences. Et puis, à côté de ça, on propose à des organisations, des entreprises, etc., de créer leur propre podcast, de toucher un public différemment avec le podcast. Et donc pour ça on a travaillé plutôt avec le ministère de la Culture par exemple sur des portraits de femmes qui travaillent dans les services du patrimoine ou pour une exposition où ce sont 3 archéologues qui racontent leur expérience comme ça, 3 générations d'archéologues qui parlent de l'évolution du métier. C'est différents sujets qu'on a pu porter et qu'on continue encore à faire. Là on a fait un énorme travail avec la radio Énergie sur un podcast de vulgarisation historique dont on va pouvoir en parler prochainement. Pour le moment, on ne peut pas trop en parler, mais ça va bientôt être... Je peux te la raconter, l'histoire d'énergie, c'est pas grave. Et vous êtes dans le métier Pas du tout. Vous avez déjà fait de la radio ? Je sais pas, non, c'est la première fois que vous faites une interview radio ? Filmé en plus. Oui, absolument. Alors c'est pas la première fois qu'on s'enregistre, mais c'est la première fois qu'on fait une interview radio. Nous, en fait, on vient plutôt du monde du spectacle vivant. Pas forcément sur scène, mais aussi dans les bureaux. On était en administration de théâtre. Et en fait, on est arrivé, surtout au moment de la pandémie, un moment où on avait envie de faire un changement de carrière. Et on a commencé à lancer un podcast amateur, Popcorn et Gredou, qui nous a ensuite donné envie de pousser ça plus loin parce que c'est un terrain encore assez peu exploré en France. Moi, j'ai vécu au Canada pendant une dizaine d'années et là-bas, c'était déjà développé depuis une bonne décennie. Mais en France, ça a vraiment commencé à exploser pendant la pandémie et on y a vu une opportunité en fait. Et on est complètement autodidacte, on trouve quand même des centaines
de tutoriels ou d'explications, notamment grâce à la radio. Justement, il y a une excellente radio en France et beaucoup d'associations radio associatives, radio publiques, qui offrent comme ça un ensemble de formations diverses et variées, y compris gratuites, et on s'est formé grâce à ça. Vous avez exporté un peu le concept du Canada ici, si on Oui, veut. c'est ça. Bon. Après, nous, on est amis depuis plus de 15 ans. Donc, même pendant que j'étais au Canada, on se parlait. Ce que vous faites, ça rejoint un peu la comédie, en fait. Oui, De cette manière, on s'amuse beaucoup. Vous êtes des comédiens, en fait. Oui, il y a un petit peu. Vous êtes des comédiens, mais simplement qu'au son, pas à l'image, quoi. Ouais. C'est ça. Voilà. De combien de personnes est constituée votre équipe? Pour le moment, on est 2. D'accord. Beaucoup ça. Donc on a toute l'équipe. C'est ça, Et intégralité. on espère pouvoir faire grandir l'équipe Et par la suite. quel type de personnes vous rechercheriez? Des comédiens, des gens qui sont à l'aise aussi sur le langage, je Bien suppose. sûr, on fait déjà appel aujourd'hui. On travaille avec une journaliste, par exemple, qui s'appelle Macha Menu, sur un sujet spécifique autour du matrimoine. Là, par exemple, c'est ce qu'on hérite de nos mères, dans tous les sens propres comme au sens Vous figuré. donnez la parole aux femmes d'horizons différents. C'est ça qui est bien dans ce podcast Matrimoine. Tout à fait, oui, et notamment, c'est particulièrement axé sur les femmes du Hainaut. Hainaut élargi, parce qu'en fait, ça va de Roubaix au fin fond de la Vénois. C'est pas simplement dans le Hainaut géographique pur. Mais malgré tout, on a voulu, comme ça, offrir et réfléchir aussi sur nous, qu'est-ce qu'on avait hérité nous-mêmes de nos propres mères et de nos aînés ES, dans un sens plus général. Et donc, on travaille avec cette journaliste-là, Macha Menu, sur une saison 2 qui va paraître au mois de septembre pour les Journées européennes du patrimoine. Et puis le type de projet que je chercherais, c'est par exemple quelqu'un pour nous aider à la communication ou techniquement aussi, parce que malgré tout on s'aperçoit qu'on est un peu limité au bout d'un moment sur les questions techniques pures liées au son, et donc c'est aussi un poste qu'on envisage d'ouvrir dans les mois à venir. D'accord. Donc vous n'êtes plus qu'à 2, pour l'instant vous êtes 3. C'est ça. C'est ça, oui. Et vous écrivez vos propres textes? Oui, c'est vraiment du tout fait maison, enfin presque en tout cas, à part peut-être quelques musiques libres de droit, mais sinon c'est du tout fait maison, et c'est vrai que lorsqu'on avait décidé de changer de carrière, on voulait s'orienter vers quelque chose de plus créatif, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse depuis toujours. Vous avez parlé de musique libre de droit. Qu'est-ce que c'est une musique libre de droit? Donc pour habiller nos podcasts, on essaie de rajouter parfois des thèmes musicaux pour un petit peu soutenir le propos et apporter plus de profondeur. Et on arrive à trouver des bibliothèques où il y a des musiques libres de droit, donc on peut utiliser gratuitement. Dès lors qu'on cite l'auteur de la musique. C'est ça, parce qu'on aimerait bien aussi parfois pouvoir utiliser des musiques qui sont connues par des artistes qui sont renommés, et sauf que ces musiques-là sont protégées par des droits d'auteur. Voilà, il y a la SACEM qui protège Exactement. cette musique, oui. Et heureusement, parce que c'est malgré tout du travail qui est fourni, il faut bien sûr que ces personnes-là puissent être rémunérées, mais du coup parfois nous, vu qu'on est dans une économie de peu encore aujourd'hui, on choisit des musiques qui ne nécessitent pas de payer des droits pour pouvoir les utiliser. Et vous faites vos podcasts à quelle fréquence? Très régulièrement. Très régulièrement, on en fait plusieurs par semaine, mais après la parution, ça dépend de l'émission. On a une émission où c'est une fois par mois, une autre où c'est une fois toutes les 2 semaines, et on a une qui sort toutes les semaines. Donc en fait, toutes les semaines, on produit plein d'épisodes de podcasts. Voilà, et les podcasts qu'on fait en partenariat, par exemple avec le ministère de la Culture ou des choses comme ça suit aussi sa propre logique, ou les L du patrimoine, où c'est donc ces 5 portraits de femmes qui travaillent dans les services du patrimoine. Ici, on retrouve un podcast toutes les 2 semaines, et là, le projet est maintenant terminé. Pour les expositions, c'est un podcast unique, mais qui en fait reste très écouté, parce qu'au fur et à mesure de l'exposition, on peut écouter comme ça des voix, des extraits qui nous accompagnent. Oui, c'est ça. Puis en fonction du projet, en fait, un podcast peut nous prendre beaucoup plus de temps qu'un autre. Donc c'est pour ça, on essaie de prendre de l'avance, mais on fait notre mais un industriel ou un politique ou des gens comme ça peuvent faire appel à vous pour faire des podcasts? Absolument. Nous, on est ouvert à tout et tout le monde. Après, ce qu'on aime particulièrement, c'est mettre en avant la voix des personnes qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre. Des gens qui peuvent être un peu éloignés justement des médias traditionnels, qu'on va aller chercher, on va essayer de rencontrer ces personnes-là pour les faire pour qu'on puisse entendre leur voix, mais ça peut tout à fait intéresser par exemple un politique ou quelqu'un qui serait amené à ça et qu'on accompagnerait à ce moment-là. Mais là, ce sera pas en décalé pour le politique. Non, ce sera Ça en serait direct toujours.
Sérieux. Ce sera très sérieux. Très sérieux. Ouais. Et ça se fait dans un studio ou ça peut se faire un peu n'importe où? Ça peut se faire un peu n'importe où. Après, ça nous est arrivé d'aller dans des studios pour des enregistrements très précis, pour récupérer des sons de voix comme ça qui sont très proches. Mais sinon, nous, ce qu'on aime bien justement, c'est se rendre là où les gens sont à l'aise. Et donc, ça peut être chez eux, sur leur lieu de travail, à l'extérieur. Et on enregistre comme ça. On demande juste, si possible, des pièces qui n'ont pas trop d'écho, parce que ça nous fait moins de travail de traitement de son après. Mais sinon, Oui, bien sûr, oui. on est assez mobile. Oui, tout à fait. Donc vous gérez le son, les images. Non, les images, ils en font pas, ils veulent pas. Non, on prend juste des photos. Vous prenez des photos, vous mettez les photos quand même pour dire, oui, Illustrer quand même. pour illustrer le propos, vous Et puis mettez. il y a toujours une petite vignette à chaque fois sur un podcast comme une pochette de CD et du coup ça on l'a créé aussi D'accord. nous-mêmes parce qu'on aime bien faire ça et que c'est toujours un peu amusant à faire. Et malgré tout, on communique sur les podcasts qu'on enregistre et qu'on produit. Donc c'est vrai qu'à ce titre-là, on va peut-être prendre des photos ou des petites vidéos qu'on va poster sur nos réseaux sociaux et qu'on va essayer de partager. Et donc n'importe qui, même si moi je décide de faire un podcast pour n'importe quel sujet, vous acceptez Absolument. et vous venez, vous arrivez avec votre matériel, vous enregistrez, Absolument. vous montez. Oui. On monte et puis après on diffuse sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de diffusion de podcasts aussi, celles existantes et Sur les youtubeurs par exactement, exemple, sur voilà. YouTube, sur Spotify, Deezer, etc. C'est tout un ensemble d'endroits où on peut mettre les podcasts et même après vous accompagner pour créer, pour amplifier votre podcast, des aides à l'écriture, etc. Oui, la diffusion est assez large. Oui, tout à fait. C'est bien. Ça revient cher de faire un podcast sans rentrer vraiment dans le système de prix. Mais c'est quand même un certain coût, parce que ça prend du temps. Ça prend du temps à écrire, à conceptualiser, ça prend beaucoup de temps à monter. C'est presque d'ailleurs une des phases qui prend le plus de temps. Et quand parfois d'ailleurs c'est trop onéreux, ce qu'on propose aussi c'est de former les personnes à créer elles-mêmes leur podcast pour réduire les coûts. Parce que parfois il n'y a pas forcément besoin non plus d'avoir quelque chose qui soit très très construit avec une narration filée, avec des voix off de comédiens, etc. Mais on a simplement envie, je sais pas, on est un agent immobilier et on veut mettre en avant sa manière de faire, expliquer un peu son métier plus en détail, et donc on peut se faire simplement chez soi avec un sujet sur lequel on est très 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 bon technicien. Et là on peut former ces personnes-là à créer leur propre podcast, et ça c'est du coup beaucoup moins onéreux. Après, le podcast, en général, ça peut coûter moins cher que la vidéo. Oui, de toute façon, ça nécessite... oui. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant pour des entreprises d'utiliser ça comme un moyen de communication, d'autant plus que ça touche beaucoup les jeunes entre 25 et 35 ans. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à s'y intéresser et qui commencent à créer leur podcast. Oui, c'est un nouveau moyen de communication en fait. Absolument. Exactement. Et vers lesquels on touche les personnes différemment, parce qu'avec la vidéo, par exemple, il y a toujours une distance qui existe de fait, parce qu'il y a la caméra, il faut un peu de recul, etc. Quand on fait un podcast, on est juste à côté, et comme ça, on est à 30 cm. Il y a une intimité. La voix humaine, ça provoque quelque chose. Bien sûr. Quand même. Et tout passe par la voix de ce fait. Un podcast, comme il n'a pas d'image, tout passe par la voix. Et vu que tout passe par la voix, les auditeurs et les auditrices eux-mêmes ressentent vraiment les émotions qui sont véhiculées par les personnes qu'on entend. Et qu'est-ce que vous pouvez faire si la voix du client ne lui plaît pas? Bon on arrive toujours à trouver des moyens pour la rendre agréable. À chaque fois que que je regarde l'émission, je trouve que j'ai une mauvaise voix. Donc, mais non, pas de faire les agitateurs. Non, du tout. Mais c'est pas ça. C'est que on n'aime pas sa propre voix. La plupart du temps, on n'aime pas sa propre voix. Il y a la possibilité de la trafiquer en fonction de. Oui, de toute façon, il y a toujours des manières de la rendre plus agréable et plus audible aussi. Que ce soit qu'on l'écoute avec des simples écouteurs ou dans une radio, dans les haut-parleurs de voiture, avec la voiture qui va vite, etc., une vieille 105, etc. On peut toujours mettre le son de sorte à ce que ce soit très audible. Et donc, quelque chose contre Peugeot. Rien contre Peugeot, mais j'en ai eu. Et on entend pas toujours très bien la radio. Non, mais c'est vrai qu'avec le traitement de son, on peut aussi réduire certaines fréquences qui peuvent... par exemple, une voix un peu grésillante, on peut un peu réduire ça. On a des techniques pour rendre la voix toujours plus agréable. Si la personne n'est pas contente, on peut changer un petit peu la hauteur de la voix ou proposer de refaire la voix. Alors, pour les podcasts, comment on fait pour essayer de vous retrouver ? Eh bien, pour le moment, on est sur la serre numérique, sur le parc des Rives Créatives, donc à côté de l'école Rubica, etc. C'est où ça? C'est à Lyon Non, à Valenciennes. À Valenciennes. C'est même à Anzin, pour être précis. C'est à Anzin, oui.
sur la limite avec Valenciennes. Un très joli endroit dédié au numérique entièrement, avec d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qu'on retrouve. Oui, il y a une école d'animation 3D, de jeux vidéo, etc., avec qui d'ailleurs on réfléchit à faire des partenariats. Tout à fait. Et non, c'est un très bel endroit où on peut nous trouver. Et sinon, on est présent également sur Internet, sur un site qui s'appelle flamboyance.fr, mais sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. On est très facile d'accès. Et flamboyance, c'est au pluriel. D'accord. Donc si on a besoin de vos services, on vous contacte via les sites internet, le site Exactement. internet. Flamboyance.fr. Et D'accord. sinon, l'adresse courriel, c'est contact@flamboyance au pluriel.fr. Ça va pas être facile. Je sais jamais taper une adresse internet. Oui. Donc on peut aller vous voir donc à cette serre numérique. Des projets futurs. Beaucoup. Oui, c'est On peut bien. pas tous les annoncer pour le moment. Non, mais ceux qui sont annonçables, par exemple. Déjà des partenariats, comme vous disiez. Oui, c'est ça. Exactement. On a d'autres partenariats qui vont là se dérouler au mois de juin. Après, on travaille toujours sur la saison suivante de Matrimoine. Exactement, qu'on fait en partenariat avec le collectif HF Hauts-de-France. Il y a donc ce podcast avec la radio Énergie, dont je suis pas sûr qu'on puisse dire le nom, donc je vais pas le dire. Je sais que c'est Si, énergie. ouh. mais du coup qu'on va bientôt pouvoir annoncer. Voilà, et ensuite avec l'Institut Régional d'Administration, par exemple, où on va faire un projet avec eux. Et puis, on continue les émissions qu'on a déjà en cours, Popcorn et Gredou, Profession Podcaster et Se Ressourcer, donc qui continuent leur bout de chemin. C'est déjà bien chargé comme programme. On ne s'ennuie jamais. Voilà. Eh ben, on vous souhaite une très bonne continuation et puis un très bon avenir. Si un jour il y a des projets qui arrivent, vous pouvez venir nous en parler. La porte est ouverte, hein, vous inquiétez surtout pas. Absolument. Très gentil. Merci de nous avoir invités. Oui, merci de nous avoir Merci reçus. beaucoup. Merci à vous, bonne continuation. Merci. Merci beaucoup Louis Duruflet et Michel Rommel d'avoir évoqué avec nous ce studio Flamboyance qui est donc une création du Hainaut. Il fallait le signaler. Serge, je peux vous dire déjà que il y a des traitements de son sur ces Hainaut. Donc on ne peut plus rien faire à ce niveau-là. Par contre, une solution naturelle, c'est peut-être les hormones. Essayez d'y penser. On se retrouve tout de suite dans quelques instants avec notre troisième partie de cette émission des agitateurs du Hainaut. Le groupe musical Gédéon est avec nous. C'est tout de suite là. Vous restez bien avec nous. On se retrouve dans quelques instants depuis l'auberge du Bon Fermier ici à Valenciennes.
Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Toujours depuis l'auberge du Bon Fermier, nous avons le plaisir de vous retrouver pour cette dernière partie de l'émission qui va nous conduire jusque midi, là où on est en partie musicale avec le groupe Gédéon qui est avec nous. Nous avons avec nous Geoffrey Dauvillers, vous êtes au chant du groupe Gédéon, évidemment, on est d'accord. Et Cyril Beaurepaire, vous êtes régisseur du festival Les Vieux Carbus. C'est bien ça. Qui a lieu quand ça démarre quand Ça démarre ce soir. Même cet après-midi, parce qu'on est sur un rassemblement de vieilles voitures départ. Donc on ouvre dès 14h là cet après-midi. Accueil des vieilles voitures exposantes et les concerts ce soir. Alors si vous nous suivez en audio, vous avez la capacité de pouvoir basculer en vidéo, n'hésitez pas parce que dans quelques instants je pense qu'on aura un petit bout de musique à la guitare. Vous n'êtes pas venu seul, Geoffrey Dauvillers. Voilà, c'est ça qui est à côté, vous pouvez l'avoir à l'image. En attendant, je laisse le micro à Serge Kérigui qui a eu l'excellente idée, je suppose que c'est vous la partie musicale essentiellement d'inviter le groupe Gédéon. Mais je n'ai que des bonnes idées en même temps. C'est vrai. Oui, on va d'abord commencer par Gédéon, qui est donc le groupe musical. Alors, Gédéon, c'est quoi exactement? C'est du rock français. Ça a été créé fin 2018. À la base, c'est un projet perso. Mais ensuite, j'ai demandé à des amis de venir faire des arrangements et ça s'est transformé en groupe tout naturellement avec des amis de longue date. Donc voilà, c'est du rock français. Moi, j'aime bien dire que c'est du rock français sensible et poétique, mais on n'oublie pas quand même de mettre des gros solos de guitare et des gros sons de guitare. Donc c'est un petit quelque chose un peu à la croisée des chemins entre du rock français avec des paroles assez profondes, je pense. Enfin, j'espère, parce que moi j'y crois. Intelligente. Ouais, intelligente, avec des vrais mots de Parce que tu connais d'autres personnes qui font du rock français avec des paroles stupides. Il y en a. Oui, mais je ne vais pas citer. Non, on va pas balancer tout de suite. Évidemment, et pas des groupes amateurs. Non. Mais parce que souvent les groupes, pas des groupes amateurs. Je vais pas aller plus loin. Mais on peut revenir à, par exemple, les Beatles qui ont fait des couplets, ils ont fait même des chansons pire que stupide. Ouais, mais c'est les Beatles. Hein. Là, je peux pas critiquer. Là, je peux pas critiquer les Beatles. Hein. Non, alors je pensais pas du tout aux Beatles, par exemple. Mais et quelles sont vos références en tant que en termes de musique, alors, rock français ou... Justement, pas du tout de rock français. D'accord. Voilà, c'est ça qui est assez étonnant. Moi, je suis un gros fan d'un groupe irlandais qui s'appelle Therapy, qui est vraiment maintenant un groupe underground, qui existe encore. Les gens pensent qu'il n'existe plus, mais si, ils existent encore. Je suis fan plutôt dans mon adolescence, voilà, j'étais fan de Ivy, j'étais fan de Maiden, j'étais fan de Metallica et puis d'autres groupes j'adore Tool aussi par exemple. Actuellement j'aime bien Ghost, j'aime bien Greta Van Fleet, alors pas du tout des groupes français. Mais comme vous faites du rock français. Ben oui, parce qu'en fait, pendant longtemps, j'ai écrit en anglais, sauf que j'ai un niveau d'anglais qui est pas assez bon. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais quand même essayer d'écrire en français. Et je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup plus facile de faire passer les messages. et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, le français peut sonner. Il n'y a pas de problème, ça peut sonner. Il suffit d'y travailler. Si on travaille les rimes, les assonances, si on réfléchit à son texte, si on fait pas n'importe quoi, il y a moyen de faire sonner du français. Comme certains groupes arrivent à faire sonner de l'allemand. Je pense à Rammstein, par exemple, qui est un des plus gros groupes en ce moment et qui chante en allemand depuis très longtemps. Donc il n'y a pas de raison de toujours faire de l'anglais, quoi. Et maintenant, par contre, alors autant j'écoute beaucoup de musique anglo-saxonne, autant je suis convaincu que quand on est français, quand on est allemand, quand on est espagnol, il faut chanter dans sa langue natale. Il n'y a aucune raison d'aller. Oui, je crois que la plupart du temps, on a reçu d'autres chanteurs qui eux aussi s'aperçoivent que le français est quand même leur langue maternelle et qu'ils ont besoin aussi de. Et puis en français, il y a beaucoup de mots pour exprimer les sentiments, peut-être beaucoup plus de mots qu'en anglais, par exemple, ce qui fait qu'on peut être beaucoup plus précis sur ce qu'on veut exprimer aussi. Donc, il paraît qu'on a la langue la plus compliquée d'ailleurs par rapport à ça. Oui, c'est ça. On a des mots pour tout. Oui. Presque. Non, vous voyez, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très bien avec le français. Et d'ailleurs, Gédéon, c'est un peu particulier parce qu'on a certaines chansons qui sont un peu plus punchy, où il va y avoir moins de texte, et on a certaines chansons qui vont se rapprocher, alors je vais pas dire de la variété, mais où on met l'accent quand même plus sur le texte et où on raconte des histoires et on va avoir des textes beaucoup plus longs. Et là, je pense qu'on est vraiment, pour l'auditeur, il faut vraiment se concentrer sur le texte et pas la musique.
Et alors, quand tu joues sur scène, quand tu joues avec le groupe, bien sûr, quand vous jouez sur scène, tu prends que les chansons françaises ou bien tu fais un mixte des deux Alors, on fait pas de reprise de toute façon, et on en fait une, et de toute façon elle est en français. Parce qu'il y a une reprise qu'on fait sur scène, c'est une reprise de Stromae, et donc c'est tout, c'est en français. Et donc on laquelle de Stromae? C'est Formidable de Stromae. Alors on l'a fait parce qu'elle nous correspond, on l'a fait pas pour faire une reprise, quoi. Et on l'a transformée, c'est pas la même version. Et donc non, on chante que en français, puisque le reste après c'est nos compos, et toutes nos compos sont en français. Donc, vous ne faites pas que du rock, il y a aussi une très jolie balade mais c'est une très jolie qui balade, s'appelle il y a des grands groupes qui ont fait des petites balades aussi. Écrite par Alain Le Drôle, c'est un très joli texte qui parle de nos anciens. Oui, alors c'était parti de cette rencontre avec Alain, simplement parce qu'au moment du premier confinement, j'avais créé une playlist YouTube pour mettre un peu en avant tous les groupes du coin, qui montrer qu'on était là, et puis qu'il y a des choses qui se font ici. On entend souvent qu'il n'y a pas assez de choses dans le coin, et c'est pas vrai, il y a plein de choses. Donc j'avais créé une playlist pour montrer aux gens qu'il fallait pas nous oublier, en gros. Et j'avais contacté Alain, qui était à la Voix du Nord, pour qu'il fasse un article, et il m'avait confié qu'il avait un texte qu'il avait écrit. Le texte était là depuis très longtemps dans un de ses placards. De ses tiroirs plutôt. Et donc il m'avait demandé si je voulais essayer d'écrire de la musique. Alors je lui avais dit honnêtement, écoute, tu me l'envoies, et puis si je le sens, je le fais. Si je le sens pas, c'est tout, je le fais pas. Et en fait, en lisant le texte, je me suis rendu compte que c'était vraiment écrit comme une chanson. C'était écrit pour en faire une chanson. Oui, c'est une très jolie balade. Et donc on a fait le morceau. Alors c'est une balade. Alors, je trouve que c'est quand même du rock, parce qu'en plein milieu il y a encore des gros solos, et puis il faut la voir sur scène. Elle est quand même, cette chanson, elle est je pense que c'est quand même. Elle est poignante. Oui, c'est ça. C'est Gédéon. Il y a du texte, c'est poignant. On essaie de jouer sur les émotions, pas forcément toujours sur l'énergie. On a des chansons qui sont beaucoup plus énergiques, et des chansons qui sont beaucoup plus dans l'ambiance et plus axées sur le texte. C'est un mélange, et quand on écoute notre album, c'est ça aussi. On a par exemple Seul je t'attends, qui est vraiment basé que sur le texte. Ceux qui restent aussi, même s'il y a des gros breaks de batterie, des gros breaks de guitare. Puis après on a d'autres chansons, par exemple Péter les plombs, où là, on voit rien qu'avec le titre que ça va être plus une chanson un peu punk, un peu plus punchy, quoi. C'est toujours les mêmes références, c'est toujours un peu le hard, punk, etc. Franchement, moi je me concentre pas sur les références. Quand j'écris, je me dis pas tiens, il faut que ça ressemble à ceci. Quand même, les groupes gosses, c'est pas non plus à mettre entre toutes les oreilles. Je pense qu'en fait maintenant je fais de la musique depuis que j'ai 15 ans, donc en fait et j'écoute cette musique-là depuis que j'ai 25 ans, depuis 25 ans, donc en fait je serais incapable de faire autre chose. Donc je me dis pas je vais faire quelque chose qui ressemble à non. En fait, non, c'est pas dans le sens ressembler, c'est puisque c'est la mouvance. C'est pas. C'est vrai on va recevoir Alain qui est le chanteur des Goldman. Lui, il essaye de faire des ressemblances. Mais on a reçu la semaine dernière Manoukian, c'est la même chose. Il ressemble qu'à lui-même. Oui, mais c'est ça. Manoukian, on se connaît aussi. Oui, il a son style, on a notre style, et je pense que on sait pas quand on compose, on a notre oreille qui a été formée avec tout ce qu'on a écouté. Et nous, on a été formés comme ça, avec un gros son de guitare notamment. Et puis par exemple, notre guitariste, nous, de toute façon, il a même pas de potard de volume sur sa guitare. Donc en gros, c'est toujours à la bonne franquette. C'est pas à la bonne franquette, je vais pas dire ça, parce qu'en plus c'est des guitares qu'il fabrique lui-même. Ah oui. Donc il y passe énormément de temps, donc je ne me permettrai pas de dire ça. Mais oui, lui, il aime bien le son saturé, et puis même quand il a un son clair, de toute façon, son son, il est un petit peu crunchy, un petit peu saturé quand même. Tu vas t'amuser. Il y a de nombreux thèmes qui sont abordés dans votre album, notamment tout ce qui est harcèlement, violence conjugale. Oui. Alors, on fait pas du tout de la musique joyeuse. Mais alors, pour répondre aux détracteurs qui nous disent « Oui, mais Gédéon, c'est triste », oui, mais c'est triste. La vie est triste. C'est pas que la vie est triste, mais moi j'ai pas dans l'idée d'aller chanter youpi tralala, on vit tous dans le monde des bisounours. Moi ça m'intéresse pas du tout. Et quand on parle de la poésie, par exemple, la poésie ça touche à des sujets sensibles. Pour la musique c'est pareil. Moi je me vois pas écrire un texte. Si un jour j'arrive à écrire un texte intéressant qui me semble intéressant sur la joie de vivre, je vais le faire. Mais alors je prends toujours cet exemple de Stromae, justement, je parle encore de lui. Moi j'adore parce qu'il fait des musiques des textes qui sont extrêmement tristes, mais il arrive à faire quand même de la musique qui est
commercial parce qu'il met des rythmes dansants derrière. Moi je trouve ça extraordinaire. Oui, les gens dansent sur sa musique qui est malgré tout triste en fait. D'ailleurs ce morceau c'est Alors on danse. Alors on danse est juste génialissime. Le morceau est très triste et puis personne ne se rend compte. En fait c'est une façon de vous exprimer à travers vos chansons et d'exprimer vos sentiments. De toute façon, oui, moi ça c'est sûr. C'est un exutoire. Le groupe est formé de combien de membres ? 5 membres. Voilà. Donc moi, Clément à la guitare rythmique, Jean-Seb à la guitare lead, Jessie à la batterie et Benoît à la basse. Que veut dire Gédéon ? Alors GD c'est mes initiales, Geoffrey Dauvillers, et on en fait c'était on, le contraire de off, parce que pendant un moment j'étais off et j'osais pas et j'avais un peu peur des choses. Peut-être parce que justement ça me touchait énormément, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi, donc j'avais peut-être un peu peur de passer à l'action, de peur de me planter, le fameux truc cliché quoi. Donc c'était voilà, tandis qu'une fois que j'ai fait ma petite crise de la quarantaine, après je peux faire n'importe quoi maintenant. Maintenant il n'y a plus aucun problème. Et donc on va pouvoir te retrouver donc en festival au Vieux Carbu, là. Demain. Et donc, on va passer à la transition des Vieux Carbus. Voilà. Volontiers. Alors, les Vieux Carbus, ça se situe où et sera lieu quand ? Alors, ça a lieu ce week-end. C'est notre première année sur 2 jours. Habituellement, ce n'est qu'un dimanche. Là, on passe sur un samedi-dimanche cette année. Ça se passe à Riolet, sur le bord du Terril des Argales, donc à côté du lac. Pour ceux qui connaissent la base de loisirs, c'est dans ce coin-là. Magnifique. Un endroit magnifique. Il y aura de la musique, donc on reconnaîtra tout de suite. Hein. C'est ça. Généralement, on sait situer quand on arrive dans le village, on sait dire c'est à peu près par là. Et il suffit de suivre aussi les vieilles voitures, parce que c'est avant tout, en fait, les Vieux Carbus, c'est né de là. Hein. Moi, c'est un de mes meilleurs amis avec qui j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années avant qu'il change de site dans la boîte, qui est passionné de vieilles voitures, qui a plusieurs coccinelles à la maison, qu'il a retapé lui-même. Il a voulu, en fait, ça fait 9 ans, ça aurait dû être la 9e année cette année, ce sera notre 7e édition, et en fait il y a 9 ans, Thomas a voulu organiser en fait son propre rassemblement, comme beaucoup se fait le week-end, un peu partout dans la région, un peu partout en France, et de là en fait on est venu se greffer un petit peu. En fait moi j'ai remis le nez dans la musique. Alors je suis pas musicien, je suis pas chanteur, c'est très dur pour moi de tenir un micro là ce soir. En même temps ça va m'aider un petit peu pour demain, parce que c'est aussi l'anniversaire de notre président, et bon, je me permets parce que je pense pas qu'il verra la vidéo, parce qu'on sera en plein boom. Il n'aura pas eu le temps de la regarder. Ouais, même là, il pourra se rattraper puisqu'il pourra la regarder dimanche soir en même temps. C'est ça, exactement. Quoi. Donc il verra un petit peu le coup que je vais lui préparer. C'est son anniversaire ce week-end, donc demain, dimanche. Et voilà, ça va être un petit peu la surprise. Et je me suis lancé le défi, moi qui n'aime pas le micro, de prendre un peu le micro. Bravo. C'est vrai que c'est jamais évident. D'essayer de l'alpaguer un petit peu. Donc ouais, Thomas a créé son rassemblement en fait de vieux carbus, base de voitures. Et en fait, moi, je suis issu de la musique plutôt du côté technique, parce que je suis... bon, c'est un bien grand mot pour mon niveau, mais je suis ingénieur son, disons, enfin plutôt sondier, en fait. Tu sais bidouiller, quoi. C'est ça, voilà. Ça doit être plus que de la bidouille, quand même. Ouais, j'ai bien touché à tous les boutons, et puis voilà, essayer de mettre en avant ce que certains, comme Geoffrey, savent bien faire avec un instrument. Moi, je suis plutôt là pour les mettre en avant, en valeur, on va dire, dans la sonorité. C'est tellement important. Et dans la diffusion. Merci. Non mais c'est vrai que la technique, si le technicien son est pas bon, moi j'ai vu des concerts où il y avait l'ingénieur son, pourtant pas des groupes, je crois que c'était le pire, c'était un concert d'Indochine où l'ingénieur son était pourri et puis c'était devenu complètement inaudible. Ça gâche un peu la fête. Hein. Oui. Beaucoup, voilà, je le dis à mon humble niveau encore une fois, je ne considère pas forcément être bon, être mauvais. On le fait, c'est avant tout, comme les musiciens, c'est par passion, et par passion de transmettre la musique et de diffuser et de partager de beaux moments. Après, c'est vrai que voilà, il y a des lieux, il y a des lieux et des ambiances qui font des fois que c'est plus difficile que d'autres. Bon, les Vieux Carbus, on va dire, je maîtrise un petit peu le site maintenant, je sors d'extérieur, on a gagné un petit peu en puissance sonore justement pour se faire entendre un petit peu sur le week-end. Preuve qui est que cette année on arrive à passer sur 2 jours en proposant une autre scène qui va démarrer dès ce soir au Vieux Carbus. Alors on va voir qui pendant ces 2 jours. Ah bah ça va être alors, il y a une belle affiche. Il y a une belle affiche. Alors on a toujours prôné un petit peu la scène locale et surtout la scène de composition originale. C'est depuis quelques années, c'est ce à quoi on s'attrait pour
pour que les gens viennent venir chez nous, quoi. Ça a proposé un set de compos 100% original. À quoi s'attendre? Dès ce soir, enfin, on essaye de monter un peu un niveau là. C'est un peu le pari de cette année, c'est de se dire l'engagement qu'on met jusque là pour faire organiser une journée, on s'est dit pourquoi pas 2 jours. On a le même effort, on va dire physique, de préparation et de montage, démontage à faire. Cette année, on propose, on a toujours été un peu dans le rock français. Moi, je suis d'un groupe de rock français, donc c'est mon groupe Bill Snatch qui va ouvrir ce soir dès 18h. Bill Snatch qui est un petit peu à l'origine, par mon biais, mais pas que, parce qu'une partie du groupe aussi est très aidant en fait sur la technique. On est là depuis le départ. C'est un peu nous qui avons proposé à lancer un peu la chose et puis aller dans cette direction musicale là. Donc on se prend le luxe d'ouvrir ce premier samedi. Et derrière ça, oui, charité au bien ordonné commence par soi-même, c'est ce que dit le proverbe. Voilà. Je sais que ça peut en faire rager certains des fois, parce que c'est vrai que on a rigolé un peu cette semaine, c'est la 116e fois, bien que notre 7e édition, c'est la 116e fois que Bill Snatch va jouer au Vieux Carbu, mais en même temps sans le groupe, sans moi aussi sur la technique, la scène de Vieux Carbu ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Bref, donc Bill Snatch qui ouvre. Derrière ça, on fait tourner un peu les contacts, les relations qu'on s'est fait au gré des scènes ces dernières années. Un groupe qui nous vient de Strasbourg qui est Undervoid, qu'on a rencontré à un tremplin de l'enfance du rock. J'ai été écouté, c'est juste génialissime. Qu'on a fait ensemble. J'adore. Qu'on a fait ensemble au Vieux Carbu, au paquebot Archie. Voilà, donc Undervoid, rock français, bien péchu avec du texte. C'est ça. Bien à côté. C'est pour ça que j'adore. Et derrière, on fait venir un peu la scène émergente du rock français dernièrement. Darcy, un groupe bien engagé, avec des textes en français assez couillus. Excusez-moi de l'expression, mais c'est... Voilà. Alors pour l'anecdote, je viens d'aller voir Ghost à un concert à Bercy et dans la file d'attente, on m'a distribué un flyer de Darcy. Donc là, j'ai bloqué. Comme quoi quand même. C'est ça, ils sont sur ils viennent de passer, on va dire, la case professionnelle et commencent à, au-delà de faire des premières parties qui ont fait pas mal de groupes de renommée dans le rock français qui tournent depuis 30-40 ans, là c'est un peu les petits jeunes du rock français là qui viennent atteindre la bonne marche et qui enchaînent. Et le dimanche, on pourra trouver. Et le dimanche, on est un peu plus local, c'est la journée qui est un peu plus, on va dire, un peu plus familial, donc on va redescendre d'un cran après ce soir qui risque d'être un petit peu énervé sur scène. On a des petits jeunes qui viennent de Lens, qui est nos prêchures, pareil, du rock français, donc petits jeunes qui doivent avoir 16-17 ans. Et qui sont super motivés. Ils nous ont sorti un super clip cette semaine en reprenant plein de références à beaucoup de films. Je vous invite à aller voir leurs clips, c'est assez sympa. Juste après, on aura The Red Jack, qui sont de Marchienne, pareil, un groupe de petits jeunes là, qui ont la vingtaine, là, qui sont en train de finir leurs études. Pareil, je kiffe aussi. Et pareil, avec une chanteuse qui envoie. Ça a l'air d'être une musique très épurée, moi ça me rappelle beaucoup le rock des années 90 exactement, aussi. Un peu le territoire de Seattle. Ça revient un petit peu, ce style. C'est ça, c'est même sympa que ça revienne dans les Wagner, entre guillemets, qui remettent en avant un peu ce style. Derrière, on aura Yol, pour rester un peu sur les scènes années 90. Donc là, on quittera le rock français, on va dire, c'est du chant en anglais, mais qui est très typé rock des années 90, avec en référence principale Nirvana, il n'y a pas photo. Pierre a un grain de voix un peu la Kurt Cobain, les guitares qui sonnent un peu dans ce style-là. Ils ont réussi à se réapproprier le style sur leur propre composition et jusqu'à, par moment quand même, à se mettre le doute en fait de merde, c'est Nirvana ou pas quoi. Et voilà. Et derrière, pour clôturer notre dimanche et notre festival de cette année, c'est ça, Geoffrey, son groupe, avec Gédéon. Le meilleur pour la fin. C'est ça, voilà. Charité mal ordonnée commence à arriver en dernier. J'ai rien dit. Et ce festival, donc à Riolet, payant, gratuit? Alors payant, mais on reste très attractif. C'est une entrée à 2 €. Oh là, c'est trop cher. Ça va avec toutes les augmentations des prix et tout ça, c'est alors vrai. pour être franc avec vous, on a augmenté cette année en fait. Jusque-là, c'était 1 €. Ouais. Et on s'est dit ça a doublé quoi. En passant 2 jours quand même, 2 €. Mais bon, on espère que 2 € par jour quand même. 2 € par jour, quand en même. plus. C'est vrai que ça fait un week-end à 4 €. Ça fait 4 €. Dimanche,
Bon, il y a quand même de la bière, il y a Tout à fait, des sandwichs, il y a tout. Restauration sur place, Voilà. on a la C'est ça. friterie gérée par l'association, on a un bar qui nous servira des produits locaux et la bonne bière, une bonne bière du Douaisis qui est là sans culotte. Il y a un site internet peut-être. On a une page Facebook, on n'a pas vraiment de. Ouais, une page Facebook. Ouais, c'est ça, vous pouvez retrouver les vieux carbus. Les vieux carbus. Les vieux carbus, tout simplement, sur Facebook, assez facilement. On n'est pas très très bon en com, mais bon, on va dire que c'est pas notre métier. C'est un Moi, je métier trouve ça à part pas mal. entière, ouais, mais Et finalement, GD11, même chose, page. Oui, Facebook. Et puis le plus simple, c'est Facebook. Et après, il y a tous les liens vers Instagram, vers notre site internet aussi, vers Spotify, Deezer, voilà, toute la clique, quoi, YouTube. Mais le plus facile, c'est de trouver d'abord le Facebook. Merci beaucoup Geoffrey Dauvillers, merci beaucoup Merci à Cyril vous. de Repère d'avoir évoqué avec nous Merci à vous. à la fois le Merci groupe à vous. Gédéon et à la fois ce festival Les Vieux Carbus C'est ça. qui se déroule là durant ce week-end. ouais, c'est ça. Ne Cet pas après-midi. hésiter à s'y rendre en tout cas. On a vu cette magnifique guitare, hein. Malheureusement on n'aura pas le temps d'écouter, C'est pas mais grave. si on Elle va sera pouvoir sur le scène. faire, on va pouvoir le faire avec le clip là qui Oui. va être diffusé juste pour se dire au revoir. Vous l'écoutez aussi sur votre autoradio si vous nous suivez pas en vidéo, et on se retrouve nous la semaine prochaine les agitateurs pour une nouvelle émission. On aura le plaisir de retrouver Firdaus Matter qui sera à vos côtés évidemment. Absolument. On remercie, merci en tout cas Enza Liberty, merci. Merci. Serge Kerigui. Merci. Bon Et week-end. on aura le plaisir de se retrouver. Voilà. En attendant, j'en profite pour dire la rediffusion de l'émission, c'est tous les dimanches de 22h à 23h. N'hésitez pas. On salue Patrick qui va continuer cette session du Réveil en Rire sur lequel on a déjà débordé de pas mal. Et on remercie toujours notre amie Lisa Vauquier à la réalisation de l'émission qui est sagement derrière l'ordinateur en train de choisir les plans pour ceux qui la suivent en vidéo. Voilà. Et qui a travaillé, beaucoup œuvré à la préparation de cette émission. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Je veux des éclats de couleurs sur la grisaille des jours, des clameurs de bonheur qui résonnent autour de nos cœurs endormis, de nos corps engourdis. Un retour à la vie, un remède à l'ennui. Mais je ne veux pas de ce monde-là. Non, je ne veux pas de ce monde-là. Non, je ne veux pas vivre comme ça. Et je ne veux pas de ce monde pour toi. Je veux des sourires, des étincelles, plus brillants que le soleil, des milliers d'âmes éblouies autour d'un champ réuni. Je veux des corps qui s'attirent, des tympans qui se déchirent, des rires à n'en plus finir. Je veux